Je m'appelle Sharon Mitchell, j'ai 37 ans, et il y a 3 ans, j'ai tout abandonné pour ma famille. J'ai quitté mon emploi de gérante d'un magasin de détail pour m'occuper de ma mère, qui luttait contre un diabète chronique. J'ai payé ses factures médicales, couvert l'hypothèque de leur maison, et je n'ai jamais demandé de remerciement. Elle m'avait promis son collier de famille en platine avec un pendentif en perles quand j'avais seulement 15 ans, un symbole de son amour. Je me suis accroché à cette promesse. Mais lors de notre dîner de famille à Atlanta, tout a changé. Mon père a levé son verre, la voix tonitruante, à la vraie fille, celle qui est toujours là pour nous. Tout le monde a applaudi. Puis ma mère a tendu à ma sœur ce collier, mon collier. Elle a dit que ma sœur le méritait davantage. Je suis resté là, figé, serrant ma serviette. Personne n'a remarqué. Je n'ai ni pleuré ni crié. J'ai simplement rassemblé mes enfants, fait un signe de tête à mon mari, et je suis parti. Une semaine plus tard, la banque les a appelés et la panique s'est installée. Que feriez-vous si vous étiez dans ma situation, alors que même votre propre famille vous a tourné le dos? Laissez un commentaire et partagez vos réflexions. Ce dimanche-là, nous étions assis autour de la table de salle à manger de mes parents à Atlanta. L'air était chaud, presque douillet, comme lors des dîners de famille de mon enfance. Ma sœur était assise en face de moi, son sourire crispé, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Mon mari, William, était à côté de moi, discutant de football avec papa, tandis que mes enfants rigolaient devant leurs assiettes. J'ai essayé de participer, forçant un rire, mais ma poitrine était lourde. J'avais passé 3 ans à mettre ma vie en suspens pour maman quittant mon emploi, payant ses factures médicales, maintenant leur hypothèque à flot. Je n'ai jamais demandé d'éloge, mais je pensais qu'il me voyait. Je pensais qu'il savait. Puis papa s'est levé, son verre bien haut. À la vraie fille, a-t-il dit, la voix retentissant de fierté, celle qui est toujours là pour nous, qui s'occupe de tout. Mon estomac s'est noué. Il ne me regardait pas. Il regardait ma sœur. Tout le monde a applaudi. Mes cousins, mes tantes, même maman. Je suis restée assise, agrippant ma fourchette, le visage en feu. Alors maman a mis la main dans sa poche et en a sorti le collier en platine avec un pendentif en perles qui captait la lumière. Celui qu'elle m'avait promis à 15 ans, assise sur son lit après sa première frayeur à l'hôpital. Ce sera pour toi un jour, avait-elle dit, sa main chaude sur la mienne. Tu es mon roc, Sharon. Maintenant, elle se penchait sur la table et le tendait à ma sœur. Déborah le mérite, a dit maman, la voix douce mais ferme. Elle a été là, à s'occuper de nous. Les yeux de Déborah se sont illuminés, ses doigts effleurant la perle comme si elle lui avait toujours appartenu. J'ai attendu que quelqu'un corrige maman, qu'on dise que c'était une erreur. Personne ne l'a fait. Mes tantes ont hoché la tête. Mon cousin a souri, et papa a pris une autre gorgée de son vin. Je me sentais invisible, comme si je rétrécissais dans ma chaise. Mes enfants rigolaient toujours, inconscients. William m'a jeté un regard, le front plissé, mais j'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas parler. Si j'ouvrais la bouche, je crierais ou, pire, je pleurais. Je ne leur donnerais pas cette satisfaction. J'ai reculé ma chaise, les pieds raclant le sol. Nous partons, ai-je dit, la voix basse mais stable. William n'a pas discuté. Il a rassemblé les enfants, qui se sont plaints de manquer le dessert, et nous sommes sortis. La porte a cliqué derrière nous, et l'air de la nuit m'a frappé le visage comme une gifle. Je n'ai pas regardé en arrière. Dans la voiture, avec les enfants attachés et William silencieux à côté de moi, je repassais les mots de maman. Déborah le mérite. Après tout ce que j'avais fait 3 ans de courses nocturnes à l'hôpital, de paiement de leurs factures, de sauvetage de leur maison de la saisie. J'ai pensé au collier, à cette promesse de mes 15 ans. Quand maman disait que j'étais son roc. Ce n'était pas juste un bijou. C'était sa parole, son amour, et elle l'avait donné à quelqu'un d'autre. J'ai serré le volant, les jointures blanches. J'avais été leur filet de sécurité pendant des années, virant de l'argent pour l'hypothèque, couvrant les ordonnances d'insuline de maman, sans jamais demander un centime en retour. Je l'ai fait parce que je croyais en la famille, en la loyauté. Mais la loyauté va dans les deux sens, et il venait de me montrer où était ma place. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'allais pas mendier leur respect. Je n'allais pas continuer à me vider pour des gens qui ne me voyaient pas. Le temps d'arriver dans notre allée, j'avais pris ma décision.
J'en avais fini de les porter. Le lendemain matin, je me suis connecté à l'application de la banque et j'ai arrêté les virements automatiques vers le compte de maman et papa. Fini les paiements de l'hypothèque. Fini la couverture des factures. Je n'ai pas appelé pour expliquer. Je n'ai pas envoyé de texto. J'ai juste cliqué sur annuler et fermer l'ordinateur portable. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de clarté. Je leur avais tout donné, mon temps, mon argent, mon cœur, et ils avaient tendu à ma sœur un collier qui m'était destiné. S'ils pensaient que Déborah était leur vraie fille, elle pouvait s'occuper de maintenant. Pour la première fois depuis des années, je ne courais pas pour régler leurs problèmes. Je n'étais plus leur roc, et peut-être, pensais-je, que c'était bien comme ça. Une semaine plus tard, mon père a appelé, la voix tremblante de panique. « Sharon, la banque dit que l'hypothèque est en retard. » Les mots de papa sont sortis rapidement, presque accusateurs. « Que as-tu fait ? C'est toi qui gérais les paiements. » J'étais dans ma cuisine, le téléphone collé à l'oreille, mon café refroidissant. La banque avait envoyé un avis de retard de paiement parce que j'avais arrêté les virements automatiques après ce dîner. J'ai pris une profonde inspiration, mon pouce accélérant. « Papa, ai-je dit, la voix stable, je ne paie plus. Tu as dit que Déborah s'occupait de vous. Laisse-la s'en charger. » Il y a eu une longue pause. Il a balbutié, « Tu ne peux pas nous faire ça. » J'ai raccroché, les mains tremblantes, non pas de culpabilité, mais d'une colère sourde et brûlante. Je me suis assise à ma table de cuisine, fixant le téléphone. Mon esprit est revenu à ce dimanche. La façon dont le verre de papa brillait alors qu'il portait un toast à Déborah. La façon dont les mains de maman se sont déplacées si facilement pour lui donner mon collier. J'avais passé 3 ans à jongler entre les visites à l'hôpital et les factures, pensant que cela signifiait quelque chose. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont vu Déborah, qui vivait à 10 minutes et passait avec un café une fois par mois. Le souvenir était douloureux, mais je l'ai repoussé. Je n'allais pas le laisser me consumer. J'avais ma propre famille William, mes enfants sur laquelle me concentrer. Aider maman et papa avait été mon choix, mais arrêter aussi. Je n'étais plus leur compte en banque. 2 jours plus tard, maman a appelé. Sa voix était tranchante, pas le ton doux qu'elle utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait. « Sharon, comment as-tu pu laisser ça arriver ?» a-t-elle lancé. « La banque menace de saisir la maison. Tu sais que je suis malade. Tu sais que nous dépendons de toi. » J'ai serré la mâchoire, luttant contre l'envie de crier. Elle n'avait pas mentionné le dîner, le collier, ni les années où je les avais portés. « Maman, ai-je dit, j'en ai assez fait. Déborah est ta vraie fille. Demande-lui. » Elle a eu le souffle coupé, puis s'est tue. J'ai mis fin à l'appel, le cœur battant. Je me sentais à vif, comme si j'avais arraché un pansement, mais je ne le regrettais pas. Ils avaient fait leur choix, et maintenant je faisais le mien. Cette même semaine, j'ai reçu un texto de mon cousin, Douglas. Et, juste pour info, a-t-il écrit. J'ai vu un avis de retard de paiement pour la maison de tes parents à la banque. Ça a l'air grave. Douglas travaillait comme ingénieur et s'occupait parfois de la paperasse pour les comptes de son entreprise. Il n'était pas proche de maman et papa, mais il avait toujours été honnête avec moi. Je l'ai remercié et j'ai demandé des détails. L'avis confirmait ce que j'attendais, l'hypothèque n'avait pas été payée depuis que j'avais arrêté les virements. La banque se dirigeait vers la saisie, et maman et papa étaient aux abois. J'aurais dû avoir pitié d'eux, mais ce n'était pas le cas. Ils m'avaient considéré comme acquise depuis trop longtemps. Puis j'ai appris que Déborah avait emménagé dans la maison de maman et papa. Ma tante a appelé William pour se plaindre, disant que Déborah prenait les choses en main et promettait de tout arranger. Je pouvais entendre sa voix dans ma tête, douce et confiante, disant « Ne vous inquiétez pas, je gère ». Ça ne collait pas, Déborah n'avait jamais payé une seule facture pour eux de sa vie. Elle faisait des petits boulots vendant des bijoux en ligne, prenant des services dans une boutique, mais elle ne roulait pas sur l'or. Pourquoi jouait-elle soudainement les héroïnes ? Je me suis souvenu de son sourire au dîner, de la façon dont elle touchait ce collier comme si c'était un trophée. Quelque chose clochait, comme si elle manigançait quelque chose que je ne voyais pas encore. J'ai décidé de creuser davantage. J'ai appelé la banque pour vérifier l'état des comptes de maman et papa, en utilisant mon accès de l'époque où je gérais leurs paiements. L'agent était hésitant mais a confirmé que l'hypothèque avait 2 mois de retard, avec des frais de pénalité qui s'accumulaient.
J'ai posé des questions sur d'autres comptes, cherchant quelque chose d'inhabituel. Il y a eu une certaine activité sur la carte de crédit de votre mère, a-t-elle dit, mais je ne peux pas partager de détails sans son consentement. C'était suffisant pour éveiller mes soupçons. Déborah vivait avec eux maintenant, avec un accès complet à leurs finances. Si elle s'occupait de tout, que faisait-elle exactement? J'ai passé les jours suivants à rassembler les documents auxquels j'avais accès, d'anciens relevés bancaires, des confirmations de paiement que j'avais conservées de mes années d'aide. J'ai remarqué de petites anomalies. Un retrait par-ci, un virement par-là. Rien d'énorme, mais assez pour me faire douter. Déborah avait toujours été douée pour obtenir ce qu'elle voulait par la parole. Des emplois, des faveurs, même ce collier. Était-elle en train de s'introduire aussi dans l'argent de maman et papa? Je n'avais pas encore de preuves, mais je n'allais pas laisser tomber. J'ai envoyé un texto à mon avocate, demandant comment solliciter un audit formel de leur compte. Je n'étais plus seulement en colère. J'étais déterminé à découvrir ce que Déborah tramait. 3 semaines après le dîner, ma mère a laissé un message vocal, le ton plus doux que d'habitude. Sharon, ma chérie, a dit maman, la voix presque suppliante. Les enfants me manquent. Pouvons-nous parler? Nous ne voulions pas te contrarier. Je l'ai réécouté 2 fois, assise sur mon canapé, le téléphone lourd dans ma main. Ces mots semblaient doux, comme ceux de la maman qui me tressait les cheveux quand j'étais petite. Mais je n'étais plus une enfant, et je ne tombais pas dans le piège. Elle n'avait pas mentionné le collier ni les années que j'avais passées à maintenir leur vie à flot. Elle ne s'était même pas excusée pour ce qui s'était passé au dîner. J'ai répondu par texto. J'ai besoin d'espace, maman. S'il te plaît, respecte ça. Mes doigts ont plané au-dessus du bouton d'envoi avant que je n'appuie. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais elle s'est vite estompée. Il m'avait fait me sentir comme une moins que rien, maintenant, il voulait que mes enfants comblent le silence. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du planificateur successoral de la famille. J'avais travaillé avec elle des années auparavant pour mettre en place les directives médicales de maman, à l'époque où je payais ses factures d'hôpital. Sharon, dit-elle, la voix tendue, vos parents essaient de modifier leurs arrangements financiers. Ils veulent vous retirer en tant que co-signataire de leur compte et de leur procuration. Mon cœur s'est serré. Les comptes étaient liés à la maison, celle-là même que j'avais sauvée de la saisie avec mon propre argent. La procuration me permettait de gérer les décisions médicales de maman quand elle était trop malade pour le faire elle-même. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille. Qui prend le relais, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Déborah, a-t-elle dit. Bien sûr. Déborah, qui n'avait jamais payé une facture, qui était entrée avec ses faux sourires et était repartie avec mon collier. J'ai raccroché, l'esprit en ébullition. Il ne s'agissait plus seulement du collier. Ils essayaient de m'exclure complètement, de tout confier à Déborah. J'ai pensé au toast de papa, à son discours fier sur la vraie fille, et aux mains de maman lui passant ce pendentif en perles. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il réécrivait ma place dans la famille. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti les relevés bancaires que j'avais sauvegardés de l'époque où je gérais leur paiement. Les chiffres me fixaient, une histoire de mes sacrifices. Quand il prêtait $200 par mois pour l'hypothèque, $300 pour l'insuline de maman, des milliers de plus pour les séjours à l'hôpital. J'avais tout fait, et maintenant il donnait le contrôle à Déborah. Ma poitrine s'est serrée, non pas de tristesse, mais d'une résolution froide et tranchante. Je n'allais pas laisser faire ça. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel de ma meilleure amie, Evelyne. Nous nous connaissions depuis le lycée, et elle m'a toujours soutenu. Regarde ça, disait son message, avec une série de courriels transférés en pièces jointes. Je les ai ouverts, mes yeux balayant l'écran. C'étaient des reçus de la carte de crédit de maman, envoyés à Evelyne par un ami commun qui travaillait à la banque. Les frais étaient récents, $800 chez Target pour des vêtements, $1200 chez Nordstrom pour un sac à main, $2500 pour un week-end à Orlando. J'ai immédiatement reconnu le schéma. Déborah vivait avec maman et papa depuis 2 semaines avec un accès à leur compte. Ce n'étaient pas les achats de maman. Elle n'avait pas quitté la maison depuis des mois, et elle ne faisait pas ses courses chez Nordstrom. Déborah dépensait leur argent comme si c'était le sien. Je me suis penché en arrière, les mains tremblantes de colère. J'ai imaginé Déborah au dîner, ses doigts effleurant ce pendentif en perles, son attitude suffisante de « je gère » quand elle a emménagé.
Elle ne prenait pas seulement ma place, elle prenait leur argent. J'ai transféré les courriels à mon avocate, une femme que j'avais engagée la semaine dernière après le texto de Douglas sur l'avis de retard de paiement. Pouvons-nous utiliser ça, ai-je écrit. Je pense que Déborah vole maman. Mon avocate a répondu dans l'heure. C'est sérieux. Nous aurons besoin de plus de preuves, mais nous pouvons commencer à monter un dossier. J'ai ressenti une bouffée de détermination, comme un feu qui prend dans l'herbe sèche. Déborah pensait pouvoir manipuler tout le monde, mais je n'allais pas la laisser gagner. J'ai passé les jours suivants à appeler des contacts des gens qui avaient vu les finances de maman et papa au fil des ans, un cousin qui avait aidé avec leurs impôts, un voisin qui avait entendu Déborah se vanter de sa nouvelle vie. Chaque conversation ajoutait une pièce au puzzle. Déborah avait laissé entendre qu'elle s'occupait de la famille tout en s'achetant des vêtements et des billets d'avion. Je me sentais mal, pas seulement pour moi, mais pour maman et papa. Ils l'avaient choisi, lui avaient fait confiance, et elle les saignait à blanc. Mais je n'étais plus leur sauveuse. J'en avais fini de mendier leur respect. Il ne s'agissait pas de les sauver. Il s'agissait de tenir Déborah pour responsable. À la fin de la semaine, j'en avais assez rassemblé pour savoir que j'étais sur la bonne voie. Les courriels d'Evelyne n'étaient que le début. J'ai dit à mon avocate d'aller de l'avant avec une demande formelle d'audit des comptes de maman. Déborah avait franchi une ligne, et j'étais prête à me battre. Pas pour le collier, pas pour leur approbation, mais pour la vérité. Un mois plus tard, une lettre d'avocat a atterri dans ma boîte aux lettres. L'enveloppe était impeccable, officielle, avec une adresse de retour d'un cabinet d'avocats du centre-ville d'Atlanta. Je l'ai déchirée, la main stable, mais le cœur battant. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Déborah avait intenté un procès contre moi, affirmant que j'avais contraint maman à me céder une partie de la maison. L'accusation était absurde. Elle disait que j'avais manipulé une femme malade pour lui voler ses biens. Moi, celle qui avait payé leur hypothèque pendant des années, qui avait empêché la saisie de leur maison. Je me tenais dans mon salon, la lettre froissée dans mon poing, ma colère montant comme une marée. Déborah ne se contentait pas de prendre ma place. Elle essayait de me faire passer pour la méchante. J'ai appelé Evelyne, la voix tendue. Elle me poursuit en justice, ai-je dit. Déborah dit que j'ai forcé maman à me donner la maison. Evelyne n'a pas hésité. Vérifie tes courriels, a-t-elle dit. J'ai trouvé quelque chose. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et c'était là, une série de messages textes que Déborah avait envoyés à un ami commun, transférés à Evelyne. Dedans, Déborah se vantait de gérer maman et papa, disant qu'elle les avait convaincus que j'étais trop occupé avec mes enfants pour me soucier de leurs finances. Ils me font confiance maintenant, a-t-elle écrit, et je m'assure que ça reste comme ça. Un autre message se vantait de la facilité avec laquelle elle avait fait signer des papiers à maman. J'ai lu les mots encore et encore, le sang bouillonnant. Déborah ne se contentait pas de dépenser leur argent. Elle les manipulait pour m'exclure. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à me concentrer. La colère ne m'aiderait pas maintenant. J'avais besoin d'un plan. J'ai appelé mon avocate, une femme vive nommée Karen, qui m'aidait depuis que j'avais appris les dépenses de carte de crédit de Déborah. Envoyez-moi le procès et ses textos, a dit Karen, le ton calme mais ferme. Nous allons contrer cela. Avez-vous une preuve de vos contributions à la maison? J'en avais une. Des années auparavant, quand maman et papa croulaient sous les dettes, j'avais remboursé une partie de leur hypothèque, assez pour revendiquer une participation de 30% dans la propriété. Les documents étaient dans un dossier dans mon bureau, signés et notariés. J'ai scanné les documents et les ai envoyés à Karen, les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'une clarté féroce. Déborah pensait pouvoir réécrire l'histoire, mais j'avais les preuves. Le lendemain, j'ai rencontré Karen à son bureau. Elle a étalé les papiers sur son bureau, mes accords de prêt, des relevés bancaires montrant des années de paiement d'hypothèque, même des courriels de maman me remerciant d'avoir couvert leurs factures. Cela montre que vous êtes financièrement lié à la maison depuis 2019, a dit Karen en tapotant les documents. L'affirmation de Déborah selon laquelle vous avez contraint votre mère ne tient pas la route, mais nous devons prouver que c'est elle qui agit de mauvaise foi. J'ai hoché la tête, en pensant au reçu de carte de crédit qu'Evelyne avait envoyé les $800 chez Target, le voyage de $2500 à Orlando. Et l'audit que j'ai demandé, ai-je interrogé. Karen s'est penchée en avant. Il est en cours. Nous avons demandé au tribunal qu'un expert comptable examine les comptes de vos parents.
Si Déborah a détourné leur argent, nous le trouverons. Ce soir-là, je me suis assise avec William à notre table de cuisine, les enfants dormant à l'étage. Je lui ai parlé du procès, des textos, de l'audit. Il a pris ma main, sa prise ferme. Tu fais ce qu'il faut, a-t-il dit. Déborah est allée trop loin. J'ai serré sa main, reconnaissante pour son soutien, mais mon esprit était en ébullition. Je n'étais pas seulement en colère contre Déborah. J'étais furieuse contre maman et papa de laisser faire ça. Ils lui avaient fait confiance, lui avaient cédé leur compte, et maintenant il restait là pendant qu'elle me traînait en justice. J'ai pensé au message vocal de maman, à son doux les enfants me manquent, et au silence de papa depuis notre dernier appel. Il n'était pas seulement complice, il la soutenait. La semaine suivante, Evelyne a appelé avec plus d'informations. J'ai parlé à notre amie à la banque, a-t-elle dit. Elle a sorti quelques relevés, de manière non officielle. Il y a une autre charge de 1 000 $ sur la carte de ta mère. Une bijouterie à Buckhead. C'est récent, après que Déborah a emménagé. J'ai serré mon téléphone, la mâchoire contractée. Déborah ne s'arrêtait pas. Elle vivait dans leur maison, utilisait leur argent, et maintenant essayait de prendre le mien. J'ai transmis les nouvelles informations à Karen. Ma résolution se durcissant. Il ne s'agissait plus de la maison. Il s'agissait de dénoncer Déborah pour ce qu'elle était. J'ai passé des heures à éplucher mes propres dossiers, à recouper chaque paiement que j'avais fait pour maman et papa. J'ai trouvé un reçu de 2021 pour une facture d'hôpital de 5 000 $. J'en avais couvert un autre pour 2 000 $ d'impôts fonciers. Chaque document était un rappel de ce que j'avais abandonné ma carrière, mes économies, mon temps et Déborah. Elle ne leur avait donné que des mensonges. J'ai tout envoyé à Karen avec une note, je veux que l'audit couvre chaque transaction depuis que Déborah a emménagé. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Mon avocate a répondu, nous construisons un dossier solide. Restez concentrés. À la fin du mois, j'ai ressenti un étrange calme. La colère était toujours là, mais elle était vive, contrôlée, comme une lame que j'avais affûtée. Je ne me battais pas pour l'approbation de maman et papa. J'avais cessé d'en avoir besoin au moment où j'ai quitté ce dîner. Je me battais pour la vérité, pour mes enfants, pour la vie que j'avais construite. Déborah m'avait sous-estimé, et c'était son erreur. J'étais prête à l'affronter au tribunal, à présenter chaque preuve, et à montrer au monde qui était la vraie manipulatrice. Un matin, le comptable a appelé avec des nouvelles que je soupçonnais. Sharon, a-t-il dit, la voix sèche et professionnelle, l'audit est terminé. Votre sœur a retiré 14 000 $ des comptes de votre mère au cours des 2 derniers mois. J'ai agrippé le téléphone, le cœur battant alors qu'il énumérait les frais, 3 000 $ en vêtements de marque chez Nordstrom, 2 800 $ en électronique chez Best Buy, 2 500 $ pour le voyage à Orlando que je connaissais déjà, et des milliers de plus en achats plus petits bijoux, restaurants, même une journée au spa. J'ai ressenti une vague de soulagement, comme si un nœud dans ma poitrine s'était desserré. La preuve était claire, indéniable. Mais pendant qu'il parlait, un sentiment plus lourd s'est installé. Maman n'en avait aucune idée. Elle avait fait confiance à Déborah, lui avait remis les clés de leurs finances, et Déborah avait pris tout ce qu'elle pouvait. Je me suis assise à mon bureau, le rapport du comptable ouvert sur mon ordinateur portable. Les chiffres me fixaient, chacun une trahison. J'ai pensé à maman, frêle et confiante, signant des papiers parce que Déborah disait que c'était pour la famille. J'avais passé des années à la protéger, à payer son insuline, ses séjours à l'hôpital, et maintenant elle ne voyait pas ce qui était juste devant elle. Ça faisait mal, une douleur profonde et lancinante, mais je l'ai mise de côté. Le chagrin ne m'aiderait pas maintenant. Je devais me concentrer. J'ai transféré le rapport à mon avocate, Karen, avec une note. C'est ce que nous attendions. Utilisons-le. Elle m'a appelé dans l'heure. C'est du solide, a-t-elle dit. Nous le soumettrons au tribunal avec tout le reste de ce que vous avez. J'avais constitué un dossier depuis des semaines. Les reçus de carte de crédit d'Evelyne 800 $ chez Target et 1 200 $ chez Nordstrom n'étaient que le début. J'avais mis la main sur une vidéo de sécurité de la banque montrant Déborah retirant de l'argent du compte de maman à un distributeur automatique à Buckhead. Les images étaient granuleuses, mais c'était elle-même veste, même inclinaison de tête suffisante. J'ai ajouté les messages textes qu'Evelyne avait envoyés, où Déborah se vantait d'avoir convaincu maman et papa de lui faire confiance. Chaque pièce était une brique dans le dossier que nous construisions.
J'ai tout envoyé par courriel à Karen, les mains stables, mais l'esprit en ébullition. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de prouver qui était vraiment Déborah. Karen et moi nous sommes rencontrés le lendemain pour nous préparer à la date du procès. Elle a étalé les preuves sur sa table de conférence, le rapport d'audit, les reçus, la vidéo, les textos. Le procès de Déborah prétend que vous avez contraint votre mère, a-t-elle dit. Mais cela montre qu'elle les a exploités. Nous allons contrer sa plainte et demander des dommages et intérêts. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. L'idée d'affronter Déborah au tribunal ne me faisait pas peur. Elle m'alimentait. J'avais passé trop de temps à être celle qui arrange les choses, qui reste silencieuse. Maintenant, j'étais prête à me battre. Karen m'a expliqué notre stratégie. Nous présenterions l'audit pour réfuter les accusations de Déborah, puis utiliserions les preuves pour démontrer son abus financier. C'est un dossier solide, a-t-elle dit. Soyez juste prête à ce qu'elle riposte. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un texto de Déborah. Sharon, pouvons-nous parler? Je lis que ça devient incontrôlable. Laissons tomber. J'ai regardé l'écran, ma colère s'enflammant. Elle m'avait poursuivi en justice, accusée de vol, et maintenant elle voulait laisser tomber? Je pouvais entendre sa voix dans ma tête, douce et manipulatrice, comme au dîner quand elle a pris mon collier. J'ai répondu, tu as fait ton choix. On se voit au tribunal. J'ai appuyé sur envoyer, le cœur battant, mais ma résolution ferme. Déborah n'allait pas s'en sortir en parlant. Elle m'avait sous-estimé, et je ne reculais pas. William s'est assis avec moi ce soir-là, les enfants dormant à l'étage. Ça va? A-t-il demandé, ses yeux cherchant les miens. J'ai hoché la tête, mais la vérité était plus compliquée. Je me sentais plus légère avec l'audit en main, comme si j'avais enfin pris Déborah dans ses mensonges. Mais la douleur persistait. Maman et papa avaient laissé faire ça. Ils l'avaient choisi, l'avaient cru, même après tout ce que j'avais fait. J'ai pensé au message vocal de maman, à sa douce supplique de voir les enfants, et au silence de papa depuis notre dernier appel. Ils étaient aveugles aux agissements de Déborah, et cela me blessait plus profondément que je ne voulais l'admettre. Je me suis appuyé contre William, reconnaissante pour sa présence stable. Je veux juste que ce soit fini, ai-je dit. Il a serré ma main. Tu y es presque. Au cours de la semaine suivante, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Karen. Nous avons peaufiné nos dépôts au tribunal, vérifié chaque document 2 fois, et répété mon témoignage. Je devrais expliquer mes contributions à la maison, la propriété de 30% issue de mes paiements, des années à couvrir leurs factures. Je devrais affronter Déborah, maman, peut-être même papa, et exposer la vérité. Ce n'était pas facile d'imaginer leur visage dans cette salle d'audience, mais je suis resté concentré sur les preuves. L'audit était notre pierre angulaire, soutenu par la vidéo et les textos. Les mensonges de Déborah s'effondraient, et j'étais prête à montrer au tribunal ce qu'elle avait fait. 2 jours avant l'audience, Déborah a de nouveau appelé. Sharon, s'il te plaît, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je ne voulais pas ça. Réglons ça en famille. J'ai ri, un son froid et amer. Tu m'as poursuivi en justice, Déborah, ai-je dit. Tu ne peux pas jouer la carte de la famille maintenant. J'ai raccroché, les mains tremblantes, mais l'esprit clair. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice. Je ne me battais plus seulement pour moi-même. Je me battais pour la vérité, pour mes enfants, pour la vie que j'avais construite, malgré leur trahison. La salle d'audience à Atlanta était plus silencieuse que je ne l'avais prévu. Le bourdonnement du climatiseur et le bruissement des papiers emplissaient l'espace alors que j'étais assise à côté de mon avocate, Karen, les mains étroitement jointes sur mes genoux. Déborah était de l'autre côté de la pièce, la posture raide, les yeux fuyant vers le juge. Elle portait un blazer sur mesure, essayant d'avoir l'air soigné, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Le juge a appelé l'affaire, et l'avocat de Déborah s'est levé le premier, affirmant que maman lui avait offert l'argent qu'elle avait dépensé 14 000 $ en vêtements, en électronique, et ce voyage à Orlando. Ma cliente a agi avec la bénédiction de sa mère, a-t-il dit, la voix douce. J'ai serré les poings, résistant à l'envie de crier. Un cadeau? Maman ne s'était pas acheté de nouveaux vêtements depuis des années. Karen s'est levée, sa prestance imposante.
Elle a présenté nos preuves avec précision, le rapport de l'expert comptable détaillant les retraits de Déborah, la vidéo de la banque la montrant au distributeur automatique, les messages textes où elle se vantait de manipuler maman et papa. Puis vint le message vocal de maman, diffusé pour le tribunal. Sa voix me remerciant d'avoir payé ses factures d'hôpital des années auparavant, m'appelant sa bouée de sauvetage. La pièce est restée silencieuse à la fin de l'enregistrement, mais j'ai senti le regard furieux de Déborah me brûler. Karen a conclu en montrant mes paiements pour la maison, une propriété de 30%, documentée et notariée. Ma cliente n'a contraint personne, a-t-elle dit. Elle a protégé ses parents pendant que l'accusé les exploitait. Le juge a mis moins d'1 heure à décider. La preuve est claire, a-t-elle dit, le ton ferme. L'accusée, Déborah Lynn, a détourné les fonds de sa mère sans son consentement. Elle a ordonné à Déborah de rembourser 17 000 $, y compris les intérêts et les frais de justice. Un murmure a parcouru la pièce, mais j'ai gardé les yeux sur le juge, le cœur battant d'un étrange mélange de triomphe et d'épuisement. Le visage de Déborah est devenu pâle, ses mains agrippant la table. J'avais gagné, mais la victoire me semblait lourde, comme une pierre dans ma poitrine. J'ai jeté un coup d'œil à maman et papa, assis derrière Déborah. Ils n'avaient pas dit un mot pendant l'audience. Maman regardait ses mains, les lèvres serrées. Papa regardait droit devant lui, la mâchoire contractée, évitant mon regard. Il n'avait pas défendu Déborah, mais il ne m'avait pas soutenu non plus. Leur silence était plus assourdissant que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. J'ai pensé au dîner, au toast de papa à la vraie fille, aux mains de maman donnant à Déborah mon collier. Même maintenant, avec la vérité mise à nu, il ne pouvait pas me faire face. La distance entre nous ressemblait à un gouffre, un que je ne franchirais plus jamais. En quittant la salle d'audience, Karen m'a serré le bras. « Tu l'as fait » a-t-elle dit. Nous l'avons démasqué. J'ai hoché la tête, forçant un sourire, mais à l'intérieur, je me sentais vide. J'avais lutté pour la vérité, et j'avais gagné. Le tribunal avait vu Déborah pour ce qu'elle était, une manipulatrice qui avait profité de nos parents. Mais le prix à payer était ma famille. Le refus de maman et papa de me regarder confirmait ce que j'avais craint, ils l'avaient choisi, même après tout. J'ai pensé à mes enfants qui attendaient à la maison avec William, et cela m'a gardé ancré. Ils étaient ma famille maintenant, celle que j'avais construite, celle qui comptait. Dehors, le soleil d'Atlanta était dur, aveuglant sur les marches du palais de justice. Déborah s'attardait près de l'entrée, son avocat parti. Un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait s'approcher de moi, peut-être plaider à nouveau comme elle l'avait fait dans ses textos, mais elle s'est détournée, les épaules affaissées, et a disparu dans la foule. Je suis resté là, le poids du verdict s'installant. 17 000 $ était plus que ce à quoi je m'attendais, mais cela n'effaçait pas les années que j'avais données à maman et papa, les sacrifices qu'ils avaient ignorés. J'avais l'impression d'avoir gagné une bataille mais perdu quelque chose de plus grand. Quand je suis rentré à la maison, William attendait. « Comment ça s'est passé » a-t-il demandé, la voix douce. Je lui ai montré l'ordonnance du tribunal, la signature du juge tranchant sur la page. Il m'a serré dans ses bras, mais je ne pouvais pas me défaire de ce vide. J'avais prouvé mon point, démasqué les mensonges de Déborah, mais le silence de maman et papa persistait comme une ecchymose. Je me suis assise sur le canapé, les rires des enfants résonnant à l'étage, et je me suis demandé si j'entendrais à nouveau parler de mes parents. La victoire était mienne, mais elle s'accompagnait d'un vide que je n'avais pas anticipé, un vide en forme de la famille que j'avais connue. 4 mois après le procès, j'ai fait mon dernier geste. Avec la décision du tribunal en ma faveur, j'ai repris la pleine propriété de la maison de mes parents, en tirant parti de ma participation de 30% et de l'ordonnance du juge. J'ai envoyé un avis formel à maman, papa et Déborah, leur donnant 45 jours pour quitter les lieux. Ce n'était pas une décision facile. Une partie de moi voyait toujours la maison comme un foyer, où j'avais grandi, où maman cuisinait pour nous. Mais ce n'était plus un foyer. C'était un poids, un rappel de la trahison. Je suis resté ferme, ma résolution inébranlable, sachant que c'était la dernière étape pour clore ce chapitre. Déborah n'a pas résisté. Un voisin m'a dit qu'elle avait fait ses valises en 1 semaine, laissant maman et papa derrière elle sans un mot. Elle avait pris un emploi dans un salon de manucure à Decatur, joignant les 2 bouts avec difficulté, ses rêves de gérer la famille en ruine. Je n'étais pas surprise. Déborah avait toujours fui quand les choses devenaient difficiles, laissant les autres nettoyer ses dégâts.
Maman et papa ont emménagé dans un petit appartement en périphérie d'Atlanta, payé avec le peu d'économies qu'il leur restait. Ils n'ont jamais appelé, jamais texté. Leur silence était définitif, une confirmation qu'ils avaient choisi leur camp depuis longtemps. J'ai vendu la maison un mois plus tard. La vente s'est bien déroulée. Un jeune couple l'a achetée, désireux de commencer sa propre histoire. L'argent, un peu plus de 300 000 $, m'a semblé être une bouée de sauvetage. J'en ai mis la majeure partie de côté pour mes enfants, créant un fonds de bourse d'études pour assurer leurs futurs rêves universitaires des opportunités que je n'avais jamais eues. Le reste a servi à rembourser des dettes et à prendre un nouveau départ. William et moi avons trouvé un nouvel endroit, une maison modeste avec un jardin pour les enfants. Ce n'était pas grandiose, mais c'était à nous, libres des fantômes de mon passé. En déballant les cartons dans notre nouvelle cuisine, j'ai pensé à tout, le toast de papa, le collier de maman, les mensonges de Déborah, le silence de la salle d'audience. J'avais lutté pour la justice et j'avais gagné, mais la victoire laissait des cicatrices. Le refus de mes parents de me voir, de reconnaître ce que j'avais fait pour eux, me blessait d'une manière que je ne pouvais pas oublier. Pourtant, debout là, entouré des rires de mes enfants et de la présence stable de William, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. La liberté. J'avais porté leur fardeau pendant des années, mais plus maintenant. J'avais construit ma propre vie, ma propre famille, ma propre valeur. La leçon est venue lentement, sculptée dans la douleur et le choix. Le respect de soi est quelque chose que l'on construit soi-même. Personne ne peut vous le donner. J'avais passé des années à le chercher auprès de maman et papa, dans un collier, dans leur approbation. Mais c'est dans le combat, en tenant tête à Déborah, en récupérant ce qui m'appartenait, que je l'ai trouvé. La maison était partie. La famille était brisée, mais moi, j'étais entière. Mes enfants grandiraient en sachant que leur valeur ne venait des mains de personne d'autre, et c'était une victoire qu'aucun tribunal ne pourrait jamais accorder.